Le velours sombre des rideaux, lourd et brodé d'or, ne parvenait pas à étouffer le murmure de Vienne. Dans les couloirs glacés du palais de la Hofburg, où le marbre polissait les échos des pas pressés, chaque naissance impériale était un événement, une nouvelle pièce sur l'échiquier européen. En cette année 1747, alors que l'automne s'étirait paresseusement sur les toits cuivrés, une nouvelle vie venait d'éclore, la 16e pour l'impératrice Marie-Thérèse. Une fille, encore, Maria Carolina, ainsi fut-elle nommée, son prénom résonnant déjà de la puissance et de la tradition des Habsbourg. Elle était née dans un monde de faste et de rigueur, où elle elle-même semblait imprégnée de la grandeur impériale et de la discipline sans faille. Dès ses premiers instants, le destin de Maria Carolina fut scellé par les impératifs dynastiques. Sa mère, l'impératrice, une femme dont la stature politique éclipsait bien des rois, ne laissait aucune place à la fantaisie. Chaque enfant était un pion, chaque mariage une alliance, chaque vie une offrande sur l'autel de la survie de la maison d'Autriche. Maria Carolina, malgré son jeune âge, semblait absorber cette réalité avec une curiosité presque préternaturelle. Ses yeux vifs, d'un bleu profond comme les cieux des hivers de Vienne, observaient sans relâche les dynamiques de pouvoir maternel, les subtiles inclinaisons des courtisans, les murmures des diplomates qui traversaient les salons dorés. Et l'enfance de la jeune archiduchesse fut une mosaïque de leçons. Les précepteurs se succédaient, dispensant des connaissances en histoire, en géographie, en langue le français, et l'italien, le latin avec une exigence qui ne tolérait aucune faiblesse. Le matin, les premiers rayons du soleil perçaient à peine les lourdes tentures de sa chambre que déjà, les exercices de calligraphie elle attendait, les doigts engourdis par le froid de l'aube. Elle, après-midi, elle était plongée dans les cartes d'Europe, mémorisant les frontières mouvantes, les alliances fragiles, les points stratégiques. Chaque leçon était une brique ajoutée à l'édifice de son éducation royale, une préparation minutieuse à un rôle dont elle ignorait encore la forme exacte, mais dont elle sentait déjà le poids immense. Elle n'était pas une enfant docile au sens conventionnel, mais une enfant vive, d'une intelligence acérée, qui posait des questions incisives, parfois même impertinentes. Elle détestait l'ennui, la superficialité des conversations mondaines que ses sœurs aînées semblaient parfois apprécier. Tandis qu'elle s'adonnait aux broderies délicates ou aux mélodies du clavecin, Maria Carolina préférait écouter aux portes des cabinets ministériels, dérober un coup d'œil aux dépêches diplomatiques posées sur le bureau de sa mère, ou débattre avec ses frères des stratégies militaires. Joseph, son aîné, le futur empereur, reconnaissait en elle une flamme intellectuelle singulière, une détermination précoce qui la distinguait de ses sœurs plus dociles. La discipline était le maître mot de la cour des Habsbourg. Le parfum de cire des abeilles polissant les parquets, le cliquetis régulier des aiguilles sur les tapisseries, le silence respectueux qui précédait l'entrée de l'impératrice, tout contribuait à créer une atmosphère de grandeur austère, où l'émotion était contenue, les faiblesses dissimulées. Maria Carolina grandissait avec un sentiment profond de son destin royal, un mélange d'anxiété face aux attentes écrasantes et d'une curiosité insatiable pour le monde des adultes, ce monde complexe où se tramaient les destins des nations. Elle savait, au plus profond d'elle-même, qu'elle était née pour plus que les seules joies domestiques. Elle était une archiduchesse, et cela signifiait qu'elle était un instrument, une pièce maîtresse, destinée à servir la grandeur de sa lignée. La pensée n'était pas effrayante, elle était une vérité inéluctable, une carte tracée avant même sa première respiration. 17 années s'écoulèrent ainsi, dans l'ombre tutélaire de l'impératrice, à observer, à apprendre, à forger son esprit. Puis vint l'année 1768, et avec elle, le tourbillon des événements qui allait la propulser loin des brumes viennoises. Deux de ses sœurs, Marie-Joseph puis Marie-Louise, avaient été successivement promises à Ferdinand IV de Naples et III de Sicile. 2 fois, la mort avait fauché ces jeunes vies avant qu'elles n'atteignent le trône du Sud. Le destin, ou plutôt la politique implacable, désigna alors Maria Carolina. Elle, la 16e enfant, la survivante, est l'héritière d'une alliance scellée. Le mariage par procuration fut une cérémonie froide, un simulacre de tendresse où des substituts incarnaient les absents. Elle avait 20 ans, et son époux, qu'elle n'avait jamais vu, en avait 17. Les préparatifs du voyage vers Naples furent empreints d'une solennité mêlée d'un certain soulagement pour la cour viennoise. Enfin, une alliance napolitaine était conclue. Pour Maria Carolina, c'était le grand départ, elle inconnue, mais aussi l'opportunité de s'affranchir de l'ombre écrasante de sa mère. Le voyage fut long et éprouvant, traversant les Alpes, puis longeant les côtes italiennes. Chaque kilomètre la rapprochait d'un royaume dont elle ne connaissait que les descriptions officielles, souvent édulcorées. Les premières impressions de Naples furent un choc, un contraste saisissant avec la sophistication ordonnée de Vienne. L'air, dès qu'elle franchit les frontières du royaume, devint chaud, lourd, chargé d'odeurs inconnues. Le sel de la mer, les épices des marchés, la friture de poisson, le jasmin en fleurs. Le bruit était incessant, une cacophonie joyeuse et désordonnée de charrettes, de cris de marchands, de cloches des églises et de dialectes chantants. Le palais royal de Caserta, grandiose et inachevé, elle accueillit avec une pompe exubérante qui masquait mal une certaine vitalité désordonnée. Elle avait imaginé un prince, certes jeune, mais pétri des mêmes devoirs et principes qu'elle. Elle rencontra Ferdinand, un jeune homme simple, presque rustre, dont les yeux clairs trahissaient une innocence qu'elle jugeait proche de la naïveté. Il était passionné par la chasse, par la pêche, par les plaisirs simples de la vie paysanne. Les affaires de l'État, les subtilités de la diplomatie, elle ennuyait manifestement. La déception fut palpable, une vague amère qui la submergea dès les premières conversations. Elle, élevée dans l'austérité intellectuelle et la conscience politique,
se retrouvait face à un époux plus proche d'un hobereau que d'un monarque. Son cœur, qui avait peut-être nourri de secrètes espérances de camaraderie intellectuelle, se serra. Ce n'était pas un partenaire qu'elle avait épousé, mais un trône vacant, un sceptre que son mari tenait de manière si lâche qu'il menaçait de lui échapper. Pourtant, au-delà de l'amertume initiale face à son sort conjugal, une autre pensée, plus pragmatique, commença à germer dans son esprit. La faiblesse de Ferdinand n'était pas seulement une déception personnelle, c'était aussi une opportunité politique. Une porte s'ouvrait, une brèche dans le mur des conventions royales. Elle, Maria Carolina, fille de Marie-Thérèse, elle n'était pas venue à Naples pour être une reine consort décorative. Elle était venue pour régner, et si son époux ne voulait pas de cette charge, elle la prendrait. Le choc culturel profond se mua en une prise de conscience rapide. Ce royaume avait besoin d'une main ferme, d'un esprit clair. Et elle était cette main, cet esprit. Et l'année 1769 fut celle de la consolidation. Maria Carolina, avec une détermination silencieuse, entreprit de s'approprier son nouveau royaume. Elle se plongea dans l'apprentissage de l'italien avec une ferveur méthodique, ne se contentant pas des rudiments nécessaires à la conversation, mais cherchant à maîtriser les nuances, les expressions idiomatiques, la poésie même de la langue. Elle lisait avidement les chroniques locales et s'immergeait dans l'histoire complexe de Naples, de ses dynasties successives, de ses révoltes et de ses gloires. Elle comprenait que pour régner, il fallait d'abord comprendre. La cour napolitaine était un théâtre incessant, où les rumeurs étaient monnaie courante et où chaque geste était scruté, interprété, déformé. Maria Carolina, avec son éducation viennoise, était habituée aux intrigues, mais la frivolité mêlée à la cruauté de la cour de Naples, elle étonnait. Elle y navigua avec une prudence calculée, tissant patiemment son réseau de fidélité. Son intelligence vive, son esprit analytique, son charme indéniable, hérité de sa mère, lui permirent de gagner le respect et l'allégeance des ministres et des courtisans les plus influents. Elle organisait des salons littéraires, des réceptions où elle brillait par son esprit, contrastant avec l'absence des intérêts de Ferdinand pour ses mondanités. Le parfum des agrumes, omniprésent dans les jardins du palais, se mêlait aux échos des intrigues qui bruissaient derrière chaque porte. Maria Carolina observait, écoutait, mesurait les forces en présence. Elle comprenait que le pouvoir ne se prenait pas toujours par la force brute, mais souvent par la subtilité, par la persuasion, par la capacité à se rendre indispensable. Son mariage avec Ferdinand, malgré la déception initiale, devint une alliance de façade, une entente tacite où chacun jouait son rôle. Lui, le roi débonnaire, elle, la reine intelligente. Intérieurement, elle ressentait un mélange de prudence calculée et d'une ambition grandissante. Elle se sentait investie d'une mission de modernisation et d'élévation de son nouveau royaume, un devoir presque sacré envers le peuple napolitain, mais aussi envers sa propre lignée. Pourtant, au milieu de cette montée en puissance, une solitude émotionnelle persistait. Ferdinand n'était pas le compagnon dont elle avait rêvé. Ses enfants, qu'elle commençait à porter, seraient sa seule véritable famille dans ce pays étranger. Elle se confiait parfois à ses lettres, glissant des mots à sa mère ou à son frère Joseph, des bribes de ses frustrations, de ses aspirations. Mais la plupart de ses pensées restaient enfermées, forgeant une carapace d'acier autour de son cœur royal. Les années passèrent, rythmées par les naissances successives. 5 filles virent le jour, chacune accueillie avec affection, mais aussi avec une anxiété croissante. La dynastie avait besoin d'un héritier mâle, un prince pour cimenter le trône. La pression était immense, un poids invisible mais constant sur les épaules de la reine. Puis, enfin, en 1776, le soulagement. Un fils, le prince héritier Francesco. L'accouchement fut long et difficile, mais la nouvelle de la naissance d'un héritier mâle fut accueillie par des salves de canons et des cloches à travers tout le royaume. La cour respira le soulagement et l'espoir. L'ambiance était à la célébration et à l'affirmation de la dynastie. Pour Maria Carolina, c'était bien plus qu'une joie maternelle. C'était la confirmation de son pouvoir politique. Le contrat de mariage, si minutieusement négocié par sa mère, stipulait qu'après la naissance d'un héritier mâle, la reine aurait le droit d'accéder au Conseil des États. Cette clause, si longtemps attendue, était désormais activée. Elle ne perdit pas un instant. Le sentiment d'accomplissement et de légitimité renforçait la galvanisa. Sa confiance en elle, déjà robuste, s'accrut, lui permettant d'exercer son pouvoir avec plus d'audace. Les salons bruissaient de murmures sur les nouvelles influences. Les anciens conseillers, souvent des figures figées dans les traditions espagnoles, sentirent le vent tourner. Maria Carolina commença à les écarter avec une efficacité redoutable, les remplaçant par des hommes plus jeunes, plus malléables, ou plus éclairés, et surtout, plus loyaux à sa personne. Parmi eux, un nom commença à circuler avec insistance, John Acton. Un Anglais, un conseiller naval et militaire, dont l'intelligence et la loyauté envers la reine étaient indéniables. La tension sous-jacente des changements politiques imminents était palpable. Les courtisans se pressaient autour de la reine, cherchant à capter sa faveur, à anticiper ses désirs. Elle était devenue le véritable centre de gravité de la cour. Son esprit était en effervescence, ses plans de réforme prenaient forme. Cependant, même dans ce triomphe, une vigilance constante était de mise. Les résistances couvaient, les jalousies s'aiguisaient. Elle le savait, elle avait appris de sa mère. Le pouvoir est un équilibre fragile, constamment menacé par les ambitions rivales. 3 ans plus tard, en 1779, Maria Carolina était devenue, de fait, la véritable souveraine de Naples. Ferdinand, toujours plus absorbé par ses chasses et ses parties de pêche, lui laissait les rênes de l'État.
Elle dirigeait la politique étrangère avec une main de fer, orientant le royaume vers des alliances autrichiennes et, de plus en plus, britanniques. Elle s'attelait à des réformes intérieures audacieuses, inspirées des Lumières, cherchant à moderniser l'administration, à réformer l'éducation, à stimuler l'économie. Sa correspondance avec ses frères et sœurs, en particulier Joseph II et Marie-Antoinette, était devenue un exutoire, mais aussi un miroir de son engagement politique. Elle partageait ses visions réformistes, ses frustrations face à l'inertie et aux résistances, et ses triomphes. Joseph, l'empereur réformateur, lui écrivait des lettres de conseil, parfois de critique, mais reconnaissait l'ampleur de son travail. Marie-Antoinette, plongée dans les fastes de Versailles, admirait sa sœur pour sa force et sa détermination. Cependant, avec cette exaltation de pouvoir et cette satisfaction intellectuelle, venaient aussi les premiers signes de son autoritarisme. La patience de Maria Carolina s'érodait face à l'opposition. Elle n'hésitait plus à user de son autorité pour imposer sa volonté, quitte à froisser les sensibilités ou à bousculer les traditions. L'ambiance de la cour, transformée par l'énergie de la reine, était celle d'une effervescence intellectuelle et politique, mais aussi d'une tension croissante entre les factions. Les bougies éclairaient des débats passionnés dans les salons, des conciliabules secrets dans les recoins du palais. Mais les murmures, discrets au début, commençaient à circuler avec plus d'insistance. La rumeur, cette bête insidieuse, commençait à chuchoter sur l'indépendance de la reine, sur sa force de caractère qui éclipsait celle de son époux, et, plus dangereusement, sur ses relations privilégiées avec certains ministres. Le nom de John Acton revenait souvent, associé à une proximité qui dépassait les simples liens professionnels. Maria Carolina, bien que consciente de ces chuchotements, affichait une indifférence souveraine. Elle était trop occupée à bâtir son royaume, à forger son héritage. Pourtant, cette vulnérabilité croissante face aux critiques et aux rumeurs qui sapaient son image la touchait, même si elle ne le montrait pas. Un sentiment d'isolement dans la grandeur commençait à poindre. Elle était au sommet de son pouvoir, mais le prix à payer pour ce pouvoir semblait être une solitude profonde, une cible constante pour les langues de vipère. Les ombres dansaient sur les murs, projetant des figures indistinctes, des menaces invisibles qui, elle le sentait, grandissaient avec sa puissance. Les ombres dansaient encore sur les murs, projetant des figures indistinctes, des menaces invisibles qui, elle le sentait, grandissaient avec sa puissance. C'était l'aube d'une nouvelle décennie, en 1780. Le soleil de Naples, même en hiver, gardait une force insolente, mais ses rayons ne parvenaient plus à dissiper l'atmosphère de tension qui s'épaississait dans les couloirs du palais royal de Caserta. Maria Carolina, assise à son bureau, une plume d'Ewa à la main, revoyait les dépêches diplomatiques. Sa politique étrangère avait pris un virage audacieux, résolument anti-français, et s'éloignant de l'influence bourbonienne traditionnelle pour embrasser une alliance plus étroite avec l'Autriche de son frère Joseph II et, de manière plus surprenante pour certains, avec la Grande-Bretagne. Cette orientation n'était pas le fruit du hasard. Elle portait l'empreinte de John Acton, son conseiller, dont l'ascension fulgurante à la cour était désormais un sujet de conversation murmuré dans toutes les langues. Acton, avec sa connaissance des affaires maritimes et son pragmatisme britannique, était devenu le pilier sur lequel la reine s'appuyait pour moderniser son royaume et le protéger des ingérences étrangères. Mais cette alliance, si fructueuse fut-elle pour Naples, créait des frictions évidentes avec la cour de France et par extension, avec sa propre sœur, Marie-Antoinette. Les lettres de Versailles devenaient plus rares, leurs mots plus mesurés, voilés d'une désapprobation polie. Maria Carolina sentait la distance grandir, une faille s'ouvrir dans le tissu familial qui l'avait tant chéri. La cour était un miroir de ces tensions. Divisée, elle se fragmentait en factions, où les alliances se faisaient et se défaisaient au gré des intérêts et des ambitions. Les sourires des courtisans étaient souvent masqués, leurs conversations à double sens, chaque mot pesé, chaque silence interprété. L'air était lourd des enjeux diplomatiques, des craintes d'une guerre lointaine, et des conflits des intérêts qui rongeaient le royaume de l'intérieur. Depuis les fenêtres du palais, la mer Tyrrhénienne s'étendait, bleue et scintillante, un symbole puissant de cette nouvelle ouverture vers l'Angleterre, mais aussi de la distance, désormais palpable, avec la France. Maria Carolina continuait d'appliquer ses réformes internes avec une énergie indomptable. Elle s'attaquait aux privilèges de l'aristocratie, aux prébendes du clergé, cherchant à moderniser un État engourdi par des siècles de tradition et d'inertie. Mais chaque édit, chaque nouvelle loi, se heurtait à une opposition grandissante. Les nobles, attachés à leurs droits ancestraux, et les prélats, craignant une érosion de leur influence, murmuraient leur mécontentement dans les salons, dans les églises, et jusque dans les alcôves. Ils voyaient en elle une souveraine trop zélée, trop autrichienne, trop femme, pour les affaires des États. Et Ferdinand, le roi, autrefois simplement débonnaire, se sentait désormais de plus en plus marginalisé. Ses plaisirs de la chasse et de la pêche, ses repas gargantuesques, ne parvenaient plus à masquer l'amertume grandissante qui le rongeait. Il sentait son épouse lui échapper, son pouvoir être drainé par cette femme volcanique qui ne cessait de le surprendre, de l'éclipser. Leur relation se tendait, les silences pesaient plus lourds que les mots. Il y avait dans son regard une lassitude, une incompréhension, parfois même une pointe de reproche muet. La détermination de Maria Carolina restait pourtant inébranlable. Elle poursuivait sa vision pour Naples, malgré la résistance qui se manifestait de toutes parts. Elle se sentait investie d'une mission, d'un destin qui transcendait les petites intrigues de la cour. Mais cette solitude politique, cette frustration grandissante face à l'inertie et aux critiques, commençait à peser sur son âme.
Elle était une lionne, seule au milieu d'un troupeau de moutons et de quelques chacals. Elle devait être forte, elle devait être implacable. C'était le prix à payer pour le progrès, pour la grandeur de son royaume. Et l'année suivante, en 1781, les rumeurs sur l'influence des Actons sur la reine se multiplièrent comme une mauvaise herbe dans un jardin royal. Elle n'était plus de simples chuchotements, mais des murmures insistants, des insinuations à peine voilées qui se propageaient à la vitesse de l'éclair. Les courtisans, toujours prompts à déceler la moindre faiblesse, observaient la relation étroite entre Maria Carolina et son ministre avec une curiosité malsaine. Les diplomates étrangers, ces mouches du coche de l'histoire, notaient scrupuleusement chaque détail dans leurs dépêches, des correspondances qui traversaient les frontières et nourrissaient les cours européennes de ragots croustillants. Sir William Hamilton, l'envoyé britannique, observateur aiguisé des mœurs napolitaines, ne manquait pas de rapporter cette proximité. Il était un homme cultivé, un collectionneur des antiquités, mais aussi un homme du monde, parfaitement conscient des jeux de pouvoir et des passions humaines. Ses lettres à Londres, bien que formulées avec la prudence diplomatique de rigueur, laissaient transparaître l'idée d'une liaison qui dépassait le cadre professionnel. L'air de la cour était devenu lourde et une atmosphère de surveillance constante, où chaque geste, chaque regard échangé entre la reine et son ministre était interprété, décortiqué, réécrit. Les salons de la cour étaient des théâtres où les gestes, les regards et les absences étaient mis en scène et interprétés. Un sourire trop long, une conversation trop intime, une décision politique trop favorable à Acton, tout était matière à commentaires, à sous-entendus. L'air était saturé des observations malveillantes, comme un feu couvant sous la cendre, prêt à s'embraser à la moindre étincelle. Les dames de compagnie, leurs éventails masquant à peine des soupirs de désapprobation ou des sourires entendus, étaient les vectrices de ces rumeurs, les amplifiant avec la délectation propre aux oisifs. Maria Carolina, bien sûr, était consciente de ces murmures. Elle les sentait, les percevait dans les regards fuyants, dans les silences qui tombaient à son approche. L'irritation montait en elle, une colère froide face à ces calomnies insidieuses. Elle redoublait des efforts pour affirmer son autorité, son indépendance des esprits, pour prouver que sa raison d'État était la seule boussole de ses actions. Elle affichait une indifférence souveraine, un mépris royal pour ses commérages de bas étage. Elle voulait défier les conventions, prouver que son intellect et son autorité étaient suffisants pour régner, sans que sa réputation personnelle ne soit mise en question. Pourtant, au fond d'elle, une conscience aiguë de la fragilité de sa réputation persistait. Elle savait que le pouvoir d'une reine, même absolu, reposait aussi sur l'image, sur la perception de sa moralité. La graine du doute était plantée, et elle sentait qu'il serait difficile de l'éradiquer. Elle était une souveraine, une mère, une Habsbourg, et son honneur était aussi celui de sa maison. Puis vint l'année 1782, et avec elle, une nouvelle qui, en d'autres temps, aurait été source de joie pure et de célébration dynastique. Maria Carolina était enceinte pour la 10e fois. 10e. Son corps, déjà éprouvé par tant de grossesses, portait les stigmates de ses 9 accouchements précédents, dont plusieurs avaient été difficiles. Mais cet événement, loin d'être une bénédiction unanime, fut entouré d'une aura de suspicion. Les rumeurs, loin de s'éteindre, semblaient se nourrir de cette nouvelle grossesse. Des questions se posaient, insidieuses, sur la légitimité de l'enfant à venir, alimentées par les persistantes insinuations des infidélités. La reine, malgré sa santé déclinante, le teint pâle, les traits tirés par la fatigue et les nausées, maintenait une façade de dignité et de contrôle. Elle traversait les salons avec la même prestance, présidait les conseils des États avec la même acuité intellectuelle, mais son pas était un peu plus lent, son regard un peu plus las. La tension était palpable dans les couloirs du palais. L'attente de la naissance était teintée d'anxiété et d'une curiosité presque morbide. Les regards étaient furtifs quand elle passait, les discussions s'interrompaient brusquement à son approche, comme si son passage était un signal pour masquer les pensées inavouables. La chaleur de l'été napolitain semblait alourdir l'ambiance déjà pesante. Les effluves de jasmin et des agrumes qui montaient des jardins ne parvenaient pas à alléger l'atmosphère étouffante. Joseph II, son frère, l'empereur réformateur, lui écrivit des lettres de mise en garde, des mots voilés de préoccupation fraternelle, l'exhortant à la prudence, à la discrétion, à ne pas donner prise aux malveillances. Il ne nommait pas Acton, mais l'allusion était claire, douloureuse. Maria Carolina était épuisée, physiquement et mentalement. Elle se sentait piégée par les attentes de la dynastie, par le besoin constant de produire des héritiers, et par les jugements impitoyables de la cour. Une colère sourde montait en elle, une indignation silencieuse face à l'injustice des accusations. Elle était une reine, une mère, dévouée à son royaume et à sa famille, et pourtant, elle était traitée comme une femme de peu de vertu. Mais au-delà de la colère, il y avait aussi une peur latente des conséquences. Que se passerait-il si ces rumeurs prenaient une ampleur incontrôlable ? Que deviendrait son pouvoir, sa position, sa famille ? En décembre de cette même année, 1782, l'accouchement arriva. Ce fut une épreuve difficile, comme tant d'autres. Le palais retint son souffle. Finalement, une petite fille vit le jour, prénommée Maria Cristina. Loin de dissiper les rumeurs, cette naissance sembla les exacerber. La santé de la reine était fragile, elle se remit lentement, alitée, tandis que l'ambiance postnatale était lourde, non pas de joie pure, mais d'une sorte de soulagement tendu, rapidement remplacé par une recrudescence des murmures. Le secret et la suspicion planaient comme un voile sombre sur les festivités officielles, étouffant les cris de joie, gâchant les célébrations. Le froid de l'hiver napolitain, inhabituellement humide et pénétrant cette année-là, semblait refléter l'humeur générale.
des voix anonymes commencèrent à s'élever, plus audacieuses, plus virulentes. Des factions opposées à la reine, ou plus probablement à Acton, dont l'influence était devenue insupportable pour certains, commencèrent à diffuser des histoires plus précises, plus choquantes. On parlait d'un enfant caché, d'un enfant disparu, qui aurait vu le jour avant Maria Cristina, fruit d'une union illégitime. Ces histoires, colportées dans l'ombre, prenaient la forme de pamphlets anonymes, de lettres diffamatoires glissées sous les portes, ou de conversations à voix basse dans les recoins sombres des jardins. Maria Carolina, alitée, épuisée, ressentait une profonde amertume. La résignation face à la persistance des calomnies se mêlait à un sentiment d'impuissance face à cette machine à rumeurs qui semblait invincible. Elle avait donné tant de son corps, tant de son âme à cette dynastie, et voici qu'elle attaquait sur ce qu'elle avait de plus sacré, sa maternité, son honneur. Mais au-delà de l'amertume, une détermination farouche brûlait en elle. Elle devait protéger ses enfants, tous ses enfants, légitimes aux yeux du monde, et son honneur, quels qu'en soient les coups. Elle ne laisserait pas ces vipères empoisonner son héritage, ni celui de ses enfants. Le début de en 1783 marqua l'apogée de cette campagne de calomnie. Les rumeurs se cristallisaient, prenant la forme d'une accusation directe et choquante. Maria Carolina aurait accouché secrètement d'un enfant illégitime avant la naissance de Maria Cristina, et cet enfant aurait été caché, ou pire, éliminé. Cette histoire, répugnante et scandaleuse, était devenue l'objet de toutes les conversations. Elle était colportée avec une délectation morbide par des pamphlets anonymes et des lettres diffamatoires qui ne tardèrent pas à atteindre les oreilles du roi Ferdinand. La nouvelle se propagea rapidement, non seulement à Naples, mais dans toute l'Europe, portée par les courriers diplomatiques et les récits des voyageurs. La cour était en ébullition, un nid de vipères où la vérité importait moins que la puissance dévastatrice de la rumeur. Le scandale menaçait de consumer la monarchie elle-même. Les diplomates étrangers, avec une curiosité non dissimulée, notèrent l'affaire dans leurs dépêches en détaillant les ramifications potentielles pour les alliances européennes. Le soleil éclatant de Naples, qui d'habitude inondait la ville de lumière et de joie, jetait désormais une lumière crue sur les visages pâles et les regards anxieux des courtisans. Maria Carolina fut saisie d'une indignation violente, d'une fureur froide qui la traversa de la tête aux pieds. C'était une attaque frontale, une trahison de la plus vile espèce. Elle se sentait trahie par son propre entourage, par ceux qui auraient dû la protéger, la servir. Une peur réelle pour sa réputation, pour son mariage avec Ferdinand, pour sa position de reine, la serra à la gorge. Mais cette peur fut rapidement submergée par une résolution farouche. Elle ne céderait pas, elle se défendrait, elle écraserait ses ennemis, quels qu'ils soient, dût-elle y laisser son âme. Le sang de Marie-Thérèse, elle impératrice guerrière, coulait dans ses veines, et elle allait le prouver. Les ombres avaient pris forme, et la reine était prête à les affronter de plein fouet. Le printemps de en 1783 ne fut pas celui des bourgeons éclos ni de la douce promesse des jardins de Caserta, mais celui d'une tempête qui s'abattait sur les marbres polis du palais royal. Les accusations, des abords murmures insidieux, puis chuchotis virulents, avaient finalement éclaté au grand jour, atteignant le roi Ferdinand avec une violence inouïe. La reine, Maria Carolina, se souvenait encore de l'instant où la porte de ses appartements avait claqué avec une telle force que les verres sur la commode avaient tremblé. Ce n'était pas le fracas habituel de l'impulsivité royale, mais un son lourd, chargé d'une fureur qu'elle ne lui connaissait que rarement. Ferdinand, son visage rubicond habituellement détendu par la chasse et les plaisirs de la table, était cette fois-ci déformé par une colère que ses conseillers, ces mêmes courtisans et factions anti-Acton qui avaient attisé le feu, avaient su insuffler avec une perfidie calculée. Ses yeux, des ordinaires si simples et bons, lançaient des éclairs de suspicion. Il se tenait devant elle, les poings serrés, un pamphlet froissé dans l'une de ses mains massives, et l'autre pointant un doigt accusateur vers elle. L'air, déjà lourd des parfums capiteux des jasmins qui envahissaient les balcons, devint suffocant dans l'intimité de la pièce. On dit que vous avez caché un enfant. Avait-il hurlé, sa voix résonnant dans la vaste pièce comme un coup de tonnerre. Un enfant illégitime, avant Maria Cristina, est-ce vrai, Carolina? Parlez. Maria Carolina, malgré le choc, avait senti son sang se glacer dans ses veines, puis bouillir d'une fureur noire. Elle était épuisée par les grossesses successives, fragilisée par l'accouchement récent de Maria Cristina, mais cette attaque frontale, cette trahison de la confiance, même fragile, de son époux, avait réveillé en elle la lionne Habsbourg. Elle avait nié farouchement, ses mots cinglants, sa voix portant une autorité qui éclipsait la fureur de Ferdinand. C'est un mensonge, Ferdinand, une calomnie ignoble ourdie par nos ennemis. Comment osez-vous croire de telle infamie? Mais le doute, insidieux et corrosif, s'était déjà installé dans l'esprit du roi. Les semeurs de discorde avaient bien fait leur travail. Ils voyaient dans ses yeux la rage, mais ne lisaient pas la vérité. Ils voyaient la défiance, mais pas l'innocence. Leur mariage, déjà une alliance politique plus qu'une union des amours, s'était fracturé un peu plus. Les cris étouffés de leur altercation résonnaient dans le marbre froid, puis le silence pesant s'était abattu, plus lourd encore que les reproches. Ferdinand avait quitté la pièce, laissant derrière lui une reine blessée, mais pas brisée. Elle se sentait isolée, cernée par l'hostilité d'une cour qu'elle avait tant œuvré à moderniser, à élever. Ses mains tremblaient, non de peur, mais d'une indignation brûlante. Comment osait-on s'attaquer à son honneur, à sa maternité, à la légitimité de sa dynastie? C'était une attaque contre tout ce qu'elle représentait, tout ce qu'elle avait construit. Les jardins luxuriants de Caserta, visibles par la fenêtre, avec leurs fontaines chantantes et leurs orangers en fleurs,
contrastait cruellement avec la tempête intérieure qui ravageait son âme. Une profonde blessure émotionnelle s'était ouverte, mais elle ne céderait pas. Elle ne laisserait pas ses vipères triompher. Sa détermination était farouche, inébranlable. Elle sauverait son honneur, son règne, dût-elle y laisser chaque once de son énergie. Elle était de cette même année, 1783, apporta avec lui une chaleur écrasante sur Naples, mais la température à la cour de Maria Carolina était d'une froideur calculée. La reine avait troqué la fureur pour une résolution glaciale. Elle savait que les émotions ne servaient qu'à affaiblir. Il fallait agir, avec méthode et intelligence. Son esprit, aiguisé par des années d'éducation autrichienne et de lutte politique, se mit en marche. Dans le secret de ses cabinets, éclairés par les lueurs vacillantes des bougies, même en plein jour, elle recevait ses agents les plus fidèles. Des hommes discrets, des femmes aux allures modestes mais aux oreilles aiguisées, qui arpentaient les ruelles de Naples et les couloirs du palais. Elle leur avait donné des ordres précis, dès une voix basse mais ferme, chaque mot pesé, chaque instruction claire. « Je veux des noms », avait-elle dit, ses yeux d'un bleu acier perçant dans la pénombre. « Je veux savoir qui a osé, qui a fabriqué ces mensonges, qui les a répandus. Je veux la vérité, et je veux que justice soit faite. » La stratégie de défense de la reine était double, une chasse aux sorcières silencieuse en coulisses et une performance impeccable sur la scène publique. Tandis que ses espions tissaient une toile invisible de surveillance, Maria Carolina redoublait des apparitions publiques. Elle se montrait, plus que jamais, en compagnie de ses nombreux enfants, en particulier la petite Maria Cristina, à peine sortie du berceau. Elle la tenait dans ses bras, la caressait, affichant une maternité irréprochable, une image de dévotion et de tendresse. Les portraits officiels la représentaient en mère aimante, entourée de sa progéniture, le visage serein, le regard doux. Chaque sourire, chaque geste était calculé, destiné à contrer la propagande infâme. Les salons de la cour étaient devenus des théâtres de l'observation, où les alliances étaient testées et les loyautés mises à l'épreuve. Chaque regard était scruté, chaque absence notée. La tension sous-jacente était palpable, comme l'air lourd avant un orage. La chaleur étouffante de l'été napolitain semblait accentuer cette nervosité générale, faisant perler la sueur sur les fronts des courtisans qui craignaient d'être les prochains sur la liste noire de la reine. Dans ce climat d'incertitude, John Acton était son roc, son confident, son instrument loyal. Il était toujours là, discret mais efficace, son calme britannique contrastant avec l'effervescence méditerranéenne. Il écoutait ses plans, offrait ses conseils pratiques, et mettait en œuvre ses directives avec une efficacité redoutable. Leur relation, au cœur des rumeurs, était aussi le pilier de sa survie politique. Maria Carolina, malgré sa façade de dignité et d'indifférence publique, ressentait une anxiété profonde pour l'avenir. Mais cette anxiété était masquée par une froide résolution, une intelligence stratégique mise au service de sa survie. La souffrance personnelle face à l'injustice des accusations était immense, mais elle la canalisait, la transformait en une force motrice, une arme redoutable. Elle était une reine, et elle se battrait comme telle. L'automne de en 1783 apporta un changement dans l'air, plus frais et plus sec, comme un souffle de clarté après la moiteur de l'été. Et avec lui, les premiers fruits amers de la contre-offensive de la reine. Les enquêtes discrètes avaient porté leurs fruits. Les noms, tant attendus, commencèrent à être prononcés dans les cabinets secrets de Maria Carolina. Les coupables n'étaient pas des conspirateurs étrangers ou des comploteurs anonymes, mais souvent des visages familiers, des membres de l'aristocratie napolitaine. Des familles anciennes, jalouses de son pouvoir grandissant, de ses réformes qui bousculaient leurs privilèges. Des partisans de l'ancienne politique espagnole, qui voyaient d'un mauvais œil l'influence autrichienne et britannique. La peur changea de camp. Et l'ambiance de la cour, qui avait été une panique diffuse, se transforma en une tension plus contenue, plus ciblée. Les salons, autrefois bruissants de murmures accusateurs, devinrent le théâtre de drames discrets. Des carrosses quittaient le palais à la hâte, emportant des familles entières vers l'exil. Des noms, autrefois respectés, étaient discrédités en public, leurs privilèges révoqués, leurs accès à la cour coupés. La duchesse de San Marco, qui avait été l'une des plus virulentes à colporter les rumeurs, fut frappée d'une disgrâce retentissante, sa fortune confisquée, sa réputation anéantie. Le cardinal Fabrizio Ruffo, bien qu'il n'ait pas été directement impliqué dans la diffusion, fut mis à l'écart, son influence réduite, son silence acheté par des faveurs et des promesses. Maria Carolina agissait avec une précision chirurgicale, impitoyable. Elle ne voulait pas seulement faire taire les rumeurs, elle voulait aussi envoyer un message clair à tous ceux qui oseraient la défier. Cependant, une ombre persistait. L'absence de preuves formelles, irréfutables, pour étayer ou infirmer l'existence de cet enfant secret laissait un doute tenace dans l'esprit de beaucoup. Même Ferdinand, malgré les exils et les disgrâces, ne parvenait pas à se débarrasser entièrement de cette graine de suspicion. La rumeur était affaiblie, muselée, mais pas éteinte. Elle flottait encore, diffuse, dans les recoins sombres des conversations, une menace latente. La reine ressentait un sentiment de victoire, certes, mais une victoire partielle et amère. Elle avait sauvé son honneur en apparence, mais savait que le dommage à sa réputation était irréparable pour certains. L'amertume persistait, une rage froide face à la facilité avec laquelle les calomnies pouvaient détruire des vies, même royales. Les longues ombres de l'automne, s'étirant sur les allées du palais, semblaient le reflet de ces doutes qui continuaient de s'accrocher à elle. Elle avait prouvé sa force, sa détermination, mais le prix personnel avait été lourd, et elle le porterait longtemps.
À la fin de Elle en 1783, Maria Carolina entreprit une campagne de restauration de son image, une véritable tournée de théâtre royal. Il ne suffisait pas d'écraser l'opposition, il fallait reconstruire la façade, montrer au monde une reine irréprochable et un couple royal uni. Les carrosses de la cour, ornés des emblèmes royaux, sillonnaient les routes du royaume, de Naples à Palerme, en Sicile. Chaque arrêt était une performance calculée, chaque apparition publique une scène soigneusement orchestrée. Ferdinand, toujours un peu gauche et plus à l'aise à la chasse qu'en représentation, était malgré tout à ses côtés. La reine, vêtue de robes somptueuses, mais toujours d'une élégance sobre, affichait une piété exemplaire. Elle visitait les églises et s'agenouillait devant les autels, faisait des dons généreux aux œuvres de charité, toujours sous le regard des foules. Son visage, bien que marqué par la fatigue, rayonnait d'une dignité étudiée. Elle multipliait les visites officielles aux hospices, aux orphelinats, se montrant attentive aux plus démunis, prodiguant des paroles de réconfort et des gestes de compassion. Et toujours, ses enfants étaient présents, incarnant la légitimité et la prospérité de la dynastie. Les acclamations du peuple, sincères pour certains, orchestrées par les agents de la cour pour des autres, résonnaient dans les rues. Et l'air vivifiant de la fin des années, balayant les odeurs de la ville, semblait porter à l'écho de cette image restaurée. Pourtant, derrière cette façade de normalité, se cachait une réalité complexe et douloureuse. Maria Carolina jouait un rôle, avec une résilience extraordinaire, malgré l'épuisement qui la rongeait. Les lettres qu'elle envoyait à ses frères et sœurs, Joseph II à Vienne et Marie-Antoinette à Versailles, étaient le seul exutoire de sa frustration et de sa détermination. Le prix de la couronne est lourd, mon cher frère, écrivait-elle à Joseph, sa plume traçant des lignes fermes sur le papier. Les serpents sont partout, et la vérité est une monnaie que peu veulent échanger contre le mensonge. Mais je tiendrai bon. Pour mes enfants, pour ma maison, je ne céderai pas un pouce de mon honneur. À Marie-Antoinette, elle confiait l'amertume de la bataille. On me jette à la figure les pires infamies, ma chère sœur. Le monde est cruel avec les femmes qui osent gouverner. Elle avait un désir ardent de rétablir son honneur, de le graver dans le marbre de l'histoire. Mais elle était aussi pleinement consciente du prix personnel de cette bataille pour la réputation. Chaque sourire forcé, chaque bénédiction donnée, chaque apparition avec Ferdinand était une entaille dans son âme, un sacrifice de son authenticité. Les masques étaient de rigueur à la cour, et elle était devenue une maîtresse dans l'art de les porter. Le début de Elle en 1784 marqua un retour à une fausse normalité. Le scandale de Elle enfant caché s'estompa progressivement des conversations publiques, supplanté par des autres préoccupations, des autres intrigues. La vie de la cour reprenait son cours, les réceptions succédaient au bal, les ministres se querellaient sur les affaires des États. LR était nettoyé des plus grosses calomnies, mais une méfiance persistante imprégnait les esprits. Les conversations étaient plus prudentes, les silences plus lourds, chargés de non-dits et de souvenirs amers. Les jardins du palais, avec leurs statues immuables de dieux et de héros antiques, semblaient observer le drame humain avec une sagesse silencieuse, témoins impassibles des passions et des luttes. Maria Carolina avait réussi à sauvegarder son trône et son mariage, mais l'épisode avait laissé des cicatrices profondes. La relation avec Ferdinand était désormais une alliance politique, cimentée par la nécessité dynastique et l'habitude, mais vidée de toute chaleur affective. Le roi, bien que plus soumis à son influence, ne la regardait plus de la même manière. Le doute, même infime, avait altéré quelque chose d'essentiel. Quant à la reine, elle en ressortait endurcie, plus méfiante que jamais. La vulnérabilité qu'elle avait ressentie face aux rumeurs était une leçon qu'elle ne ferait pas deux fois. Elle se jura de ne plus jamais laisser une telle brèche et s'ouvrir dans son armure. Sa détermination à exercer un contrôle absolu sur son royaume, sur son entourage, sur sa propre image, était renouvelée et plus implacable que jamais. Elle deviendrait plus autoritaire, plus intransigeante, quitte à sacrifier la tendresse et la compassion qui, parfois, elle animait. Le souvenir de cette période, de cette accusation infâme, restait une ombre lointaine, un rappel constant de sa vulnérabilité passée, un aiguillon qui la pousserait toujours plus loin dans la quête du pouvoir et de la sécurité. La victoire était amère, le soulagement teinté d'une profonde cicatrice psychologique. Maria Carolina avait survécu, mais elle n'était plus la même femme. L'an 1786 vit Maria Carolina d'Autriche s'affirmer avec une autorité nouvelle, forgée dans les feux de l'adversité. La cour, autrefois un nid de vipères et de murmures, se transforma sous sa poigne de fer en un instrument de sa volonté. Les purges furent discrètes mais implacables. Ceux qui avaient osé douter, ceux qui avaient colporté les calomnies les plus viles, se retrouvèrent soudainement éloignés, leurs carrosses prenant la route de l'exil vers des domaines lointains, leurs noms rayés des listes des invitations royales, leurs portraits décrochés des galeries. Il n'y eut pas d'éclat public, pas de procès retentissant, juste un vide soudain, un silence assourdissant qui suivait le départ d'une figure autrefois influente. L'air du palais, autrefois chargé de l'odeur des intrigues et des craintes, se fit plus froid, plus raréfié. Les sourires étaient moins spontanés, les conversations plus mesurées, chaque mot pesé, chaque geste observé. La peur, désormais, ne changeait plus de camp, elle s'était installée, permanente, dans le cœur de ceux qui auraient pu oser défier la souveraine. L'influence de John Acton, déjà considérable, devint prépondérante. Il était l'ombre fidèle de la reine, son bras droit, l'architecte de ses politiques. On le voyait partout, sa silhouette rigide et son regard perçant arpentant les couloirs du pouvoir, ses paroles portant le poids de l'approbation royale. Il était le filtre par lequel passaient désormais toutes les requêtes, toutes les décisions. Maria Carolina s'investit encore plus profondément dans les affaires de l'État.
Les dossiers s'amoncelaient sur son bureau, les nuits étaient courtes, éclairées par la flamme vacillante d'une bougie, tandis qu'elle étudiait les traités, les rapports, les projets de loi. Elle appliquait des réformes inspirées des Lumières, des projets de modernisation de l'armée, de l'administration, de l'économie, mais avec une poigne de fer qui ne laissait aucune place à l'opposition. Les hésitations du passé, les doutes, avaient été balayés par la tempête de l'accusation. Son caractère s'était endurci, ses traits, jadis marqués par une certaine douceur, affichaient désormais une détermination implacable. Elle était devenue plus impérieuse, moins tolérante envers la moindre résistance, considérant toute divergence d'opinion comme un affront personnel, une trahison potentielle. Son mariage avec Ferdinand, bien que formellement intact, n'était plus qu'une alliance politique. Les gestes d'affection avaient disparu, remplacés par une courtoisie glaciale, des échanges purement fonctionnels. Ils apparaissaient ensemble lors des cérémonies officielles, jouant leur rôle de couple royal avec une perfection mécanique, mais les murs de leurs appartements respectifs, au sein même du palais, étaient devenus les frontières infranchissables de leur solitude. Ferdinand, plus que jamais, se réfugiait dans ses chasses et ses plaisirs simples, laissant les rênes du pouvoir à son épouse, non sans une certaine amertume. Maria Carolina, elle, trouvait un sentiment de contrôle absolu dans l'exercice de son pouvoir, une puissance restaurée qui était sa seule consolation. Mais cette froide détermination cachait une amertume sous-jacente, le prix de ce sacrifice de sa vie personnelle pour le trône, le fardeau de la couronne qu'elle avait si âprement défendu. Elle avait gagné, mais à quel prix pour son âme ? 3 ans plus tard, l'an 1789 apporta avec lui un vent de tempête qui traversa l'Europe, balayant les certitudes et les trônes. La Révolution française éclatait, et avec elle, la chute inéluctable de sa sœur, Marie-Antoinette. Les premières nouvelles arrivèrent à Naples comme des chuchotements incrédules, puis des cris d'horreur. Maria Carolina les recevait dans son cabinet, les lettres de Paris froissées dans sa main, ses yeux parcourant les lignes qui décrivaient la fureur du peuple, la profanation de la monarchie. L'image de sa sœur, la douce et insouciante Antoinette, prisonnière de la populace, hantait ses nuits. La douleur personnelle se mêlait à une anxiété politique profonde. Elle voyait dans les événements de France non seulement la destruction d'une famille, mais la menace existentielle qui pesait sur toutes les monarchies, y compris la sienne. Cette peur, cette douleur, la poussa à une intransigeance politique extrême. À Naples, elle adopta une politique de répression féroce contre toute forme de libéralisme, toute trace de sympathie révolutionnaire. Les salons, autrefois le théâtre de débats animés, devinrent silencieux, les conversations politiques, dangereuses. Des espions furent disséminés dans la ville, écoutant aux portes des cafés, des bibliothèques, des maisons closes. Les arrestations se multiplièrent, les prisons se remplirent de ceux qui osaient exprimer une opinion critique, de ceux qui lisaient des pamphlets subversifs, ou même simplement de ceux qui avaient l'air trop pensifs. L'air était chargé de l'angoisse des nouvelles de France, et la répression se faisait sentir dans les rues de Naples, où les patrouilles militaires étaient plus fréquentes, les visages plus fermés. Les ombres s'allongeaient sur la ville, annonçant des temps sombres, une ère de suspicion et de terreur. Le souvenir du scandale de l'enfant caché, de cette attaque infâme contre sa légitimité et son honneur, la rendit encore plus paranoïaque. Elle avait déjà goûté à la violence de la calomnie, à la fragilité de la réputation. Elle savait à quel point la populace, manipulée par des esprits malveillants, pouvait être dangereuse. Cette expérience passée alimentait sa conviction que la moindre brèche dans l'autorité royale, la moindre concession aux idées nouvelles, ouvrirait la porte à une anarchie semblable à celle qui dévorait la France. « Ils ne me prendront pas ce que j'ai bâti », murmurait-elle parfois à Acton, son regard dur comme l'acier. « Ils ne me détruiront pas comme ils détruisent ma sœur. Je serai un roc. » C'était une anxiété profonde, une colère froide face à la menace révolutionnaire, mais aussi un sentiment d'urgence et une détermination inébranlable à protéger sa famille et son royaume à tout prix, même au prix de la cruauté. La fin justifiait les moyens, et la survie de la monarchie des Bourbons de Naples était son unique credo. L'Europe bascula dans un chaos sans précédent avec les guerres napoléoniennes, et Naples, malgré la détermination de sa reine, ne fut pas épargnée. L'an 1805 vit l'avancée inexorable des armées françaises, et Maria Carolina fut contrainte à plusieurs reprises de fuir son royaume. La première fois, ce fut un exil précipité, la cour entière s'embarquant pour la Sicile, traversant une mer agitée qui semblait refléter le tumulte des événements. Le palais de Palerme, bien que somptueux, n'était qu'un pis-aller, un refuge précaire loin de la magnificence de Caserta et de la vitalité bruyante de Naples. L'odeur salée de la mer, le roulis incessant du navire, les visages anxieux de ses enfants, tout contribuait à un sentiment d'humiliation profonde. Elle qui avait tant lutté pour son pouvoir, pour son indépendance, se retrouvait à la merci des événements, chassée de son propre trône. Ces exils forcés furent des épreuves personnelles et politiques d'une cruauté insoutenable. Elle qui avait toujours détesté la faiblesse, se retrouvait impuissante face à la puissance écrasante de Napoléon. Sa réputation, déjà entachée par les anciennes rumeurs de l'enfant caché, fut mise à mal par l'opinion publique qui, dans son désespoir, cherchait des coupables. Les pamphlets anonymes refirent surface, les chuchotements malveillants résonnèrent à nouveau dans les salons siciliens. L'image de la reine scandaleuse, de la femme trop puissante, trop ambitieuse, refit surface dans certains cercles, alimentant le blâme pour l'instabilité du royaume. On l'accusait d'avoir provoqué la fureur de la France par son entêtement, d'avoir privilégié ses alliances personnelles au détriment du bien-être de son peuple.
La duchesse de San Marco, autrefois une de ses dames de confiance, désormais exilée elle aussi en Sicile, observait la reine avec un mélange de pitié et de ressentiment. Elle a voulu trop régner, murmurait-elle à une confidente. Elle a oublié que les femmes, même les reines, ne doivent pas défier les dieux. Maria Carolina sentait ses regards, ses murmures qui la suivaient comme des ombres. Elle était rongée par une profonde amertume et un sentiment d'injustice face au revers de fortune. Sa combativité restait indéfectible, mais elle était désormais mêlée à une fatigue immense, la conscience aiguë de la fragilité de son pouvoir face à l'histoire en marche. Les stratégies d'antan, les purges, les réformes, semblaient dérisoires face aux armées de l'empereur. Elle avait lutté contre les intrigues de cour, elle luttait maintenant contre le destin de l'Europe. L'an 1814 marqua la fin de son règne et de sa vie. Maria Carolina d'Autriche mourut à Vienne, loin de son royaume bien-aimé de Naples, loin des senteurs d'agrumes et du soleil ardent qui avaient marqué tant d'années de sa vie. Le froid de l'hiver viennois, la solennité de la cour des Habsbourg, offraient un contraste saisissant avec la vitalité exubérante qu'elle avait connue. Elle avait été forcée de quitter Naples une dernière fois, exilée par les puissances européennes qui voyaient en elle une figure trop controversée, trop intransigeante. Les années d'exil avaient usé son corps, mais n'avaient pas brisé son esprit, même si ses tentatives de restaurer pleinement son pouvoir avaient échoué. Dans la quiétude de ces derniers instants, alitée, le souffle court, elle repassait le film de son existence. Les lumières pâles de la chambre, le silence respectueux de ses quelques fidèles, contrastaient avec le tumulte incessant de sa vie. Elle était une femme complexe, sa réputation, même à l'heure de sa mort, restait partagée, fragmentée. Pour certains, elle était la souveraine éclairée qui avait modernisé Naples, fondé des académies, réformé les lois, élevé le royaume au rang des grandes puissances européennes. Pour d'autres, elle était l'Autrichienne autoritaire, la femme qui avait réprimé son peuple, la figure potentiellement scandaleuse dont le nom était lié à des rumeurs d'amour interdit et d'enfants cachés. Le mystère de l'enfant caché, cette ombre persistante, n'avait jamais été vraiment résolu. Il flottait encore, tel un fantôme silencieux, dans les annales de la cour, une tache indélébile sur son héritage. Elle n'avait jamais avoué, jamais cédé un pouce de son honneur. Jusqu'au bout, elle avait maintenu sa farouche dignité, sa négation obstinée. Mais cette rumeur, même non prouvée, avait façonné son règne, aiguisé sa méfiance, durci son cœur. Elle était le témoignage d'une femme qui avait lutté avec acharnement pour son pouvoir, pour son honneur, dans un monde qui pardonnait peu aux reines qui osaient défier les conventions et s'approprier les prérogatives masculines. Sa mort fut empreinte d'une dignité résignée. Elle avait connu la grandeur et l'humiliation, l'amour et la trahison, la puissance et l'impuissance. Elle laissait derrière elle une lignée d'enfants, un royaume qu'elle avait marqué de son empreinte, et une légende complexe. La fierté de ses réalisations se mêlait à une tristesse profonde pour les sacrifices endurés, les calomnies subies. Elle acceptait, enfin, le destin et la complexité de son héritage. Les statues immuables des jardins de Caserta, que le soleil napolitain continuait d'éclairer, resteraient les témoins silencieux de cette reine dont la vie fut un combat incessant, une symphonie inachevée de pouvoir et de passion. Le silence de la mort contrastait avec le tumulte de sa vie, mais son écho, celui d'une femme d'une volonté de fer, continuerait de résonner à travers les siècles.